Merci de nous retrouver pour la suite du débat pour les élections pour la 25e Knesset avec les représentants francophones des partis. Et nous allons à présent parler de la hausse des prix en Israël. Il y a quelques jours, les grandes marques de l'agroalimentaire ont annoncé une augmentation de leurs prix. Une autre augmentation est prévue pour le 1er novembre, le jour des élections, comme si quelqu'un voulait faire passer cette augmentation sous silence. Et sans oublier, bien entendu, les prix de l'immobilier qui ont augmenté pratiquement de 20% en un an. Alors, qu'est-ce que vos partis ont prévu pour faire stopper ces augmentations et rétablir le pouvoir d'achat des Israéliens? Je vais vous demander vraiment très rapidement, en 30 secondes, de dire quels sont les points des différents partis de vos partis pour justement faire en sorte de redonner le pouvoir d'achat aux Israéliens et de stopper cette hausse des prix en Israël. On va commencer d'ailleurs avec un parti qui peut-être devait être le fer de lance de ce parti, mais visiblement, Merav Michaeli préfère parler du tramway qui va marcher pour le Shabbat ou non, au lieu de parler de la hausse des prix. Est-ce que le Parti travailliste n'a pas un peu perdu sa vocation quelque part? Marco Sarabia. Pour pouvoir réaliser son programme, il faut une force politique. Donc, j'appelle tout le monde à voter pour le Parti Avoda pour qu'on puisse réaliser toutes les mesures sociales. Alors, quelles sont les mesures sociales du Parti travailliste? Le coût de la vie, ça n'est pas seulement le prix des produits, c'est aussi les prestations sociales qui sont données, c'est aussi les salaires. C'est-à-dire que si les salaires sont plus hauts, effectivement, ça nous paraît moins cher, les produits. Donc nous, on a essayé de faire avancer l'augmentation du salaire minimum à 40 shekels de l'heure et aussi d'augmenter les prestations sociales. C'est-à-dire que, par exemple, une des mesures qu'a pris Merav Michaeli comme ministre des Transports, c'est de donner la gratuité aux les citoyens de plus de 75 ans. Et on espère justement pouvoir investir dans les transports publics, dans le logement public, et comme ça, afin de pouvoir aider les classes sociales plus pauvres à affronter le coût de la vie, justement. Parce que c'est aussi ça le coût de la vie. Alors, je suppose qu'Amir Weitman n'est pas du tout d'accord avec cette façon de penser. Je ne suis pas d'accord. Non, bon, c'est du socialisme, on a bien compris que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, voilà. Bon. On fait quand même pour stopper cette hausse des prix. La bonne nouvelle, c'est que d'abord, le problème de la hausse des prix, c'est le problème de l'inflation, en fait. C'est de ça qu'on parle. Le problème de l'inflation n'a évidemment rien à voir avec Israël. Ni par ailleurs, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le gouvernement en place, ni avec le gouvernement précédent, ni avec d'ailleurs rien de ce qu'aucun politicien israélien a pu faire ou dire. Ça a simplement à faire, c'est en fait un aftershock, un contre-coup de la Corona. Pourquoi? Parce qu'au début de la Corona, en fait, la Fed, donc la Banque centrale américaine, a simplement imprimé de l'argent massivement. Et donc, quand on imprime de l'argent, ça crée de l'inflation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la vélocité de l'argent dans une économie, c'est-à-dire que ça prend un certain temps pour quand on imprime de l'argent, ça ne se répercute pas le lendemain en inflation. Ça prend un certain temps, on peut le calculer, c'est assez simple. Voilà, on savait qu'il allait y avoir d'inflation, c'est pas du tout une surprise. Et la bonne nouvelle, c'est que dans à peu près 6 à 9 mois, maximum 12 mois, mais probablement avant, 6 à 9 mois, il y aura plus d'inflation. Il n'y aura plus d'inflation, mais quand même... Indépendamment du résultat des élections, indépendamment de qui se trouve... Peut-être les produits alimentaires, mais pour l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui est à part. Non. Alors, ce qui se passe, c'est la hausse des prix de l'immobilier depuis un an, elle est liée à l'inflation. Pourquoi? Je m'excuse, je fais de l'économie, mais ça, de nouveau, c'est pas un sujet qui est politique. Alors, je sais bien qu'ici, tout le monde a essayé de se battre, mais ça n'a rien à voir, en fait, avec le sujet dans lequel on parle, même si tout le monde parle de ça. Simplement, ce qui se passe, c'est que dans une période d'inflation, comme le papier-monnaie, en fait, perd de sa valeur, par définition, les gens vont dans ce qu'on appelle des assets, des avoirs réels, en l'occurrence l'immobilier, en l'occurrence d'autres choses. Mais tout ça, c'est un phénomène qui est pénible, mais qui va disparaître en tout cas d'ici un an, ça sera derrière nous, on aura tous oublié ce problème. Alors, je suis désolé, je ne peux pas attaquer sur ce point de vue le gouvernement. Je ne peux pas non plus dire que le Likoud a tort, parce que personne n'a tort et n'a raison. C'est juste des manières d'attaquer en fait, les concurrents politiques sans qu'il y ait en fait, de réalité derrière. Alors, c'est un sujet qu'on n'entend pas tellement parler à la Sionout Hadatit, Nathan Zoberman. Raison, mais d'un autre côté, encore une fois, on est pragmatique. Bezalel Smotrich, donc le dirigeant de la Sionout Hadatit, a passé une loi il y a quelques dizaines de mois qui a permis aux jeunes couples israéliens de bénéficier d'une réduction de 150 000 à 200 000 shekels sur leur premier appartement
avec un jeu de taux d'indexation par rapport au coût de la construction. Bon, c'est technique, mais ce qui fait qu'encore une fois, on est dans le pragmatisme, on essaye d'aider les couples, les jeunes couples. Dans notre programme politique, nous avons bien sûr une description détaillée de ce que nous voulons faire sur le plan social et sur le plan de l'économie. Vous avez raison de dire que l'inflation n'est pas due au gouvernement, mais il y a quand même dans ce pays des choses qui sont encore une fois des aberrations, des gros monopoles, des syndicats qui sont très puissants, et donc nous devons arriver à encore une fois une stabilité. Non, on est tous d'accord, mais en fait, ça revient au premier volet de notre discussion. Mais il fallait agir. La stabilité politique permettra à Israël justement de lutter contre cette inflation, contre ce prix cher, contre la vie chère. Et je pense qu'on va aborder lors du prochain volet, donc la vie des francophones, des franco-israéliens qui arrivent en Israël et qui, eux, subissent la baisse de l'euro. Alors, Yom Tov Kalfoun, Naftali Bennett avait parlé d'un programme économique très important basé sur l'exemple de Singapour. On en a entendu énormément parler avant les élections, et puis plouf, après, plus un mot. Non, pas du tout. Au contraire, il était appliqué en partie, mais il n'y a pas eu assez de temps pour l'appliquer, parce qu'il aurait fallu au moins 3-4 ans de gouvernement pour l'appliquer. Le plan Singapour avait 2 volets. Le premier volet, c'était la baisse de la régulation, c'est-à-dire lutter contre tout un tas de mises aux normes, tout un tas de bureaucratie qui, en fait, étouffe l'économie israélienne. Et ça a été fait puisque j'ai été membre de la commission qui a créé ce qu'on appelle l'Office de la régulation, dont le but est donc la dérégulation, et nous avons annulé des dizaines et des dizaines de mises aux normes qui ont permis, par exemple, entre autres, l'arrivée de Carrefour, puisque en réalité, lorsque on enlève, on peut dire que quand un produit est déjà aux normes européennes, il n'a pas besoin de repasser à la norme israélienne, et ben alors on peut l'importer beaucoup plus facilement en Israël. Et ça a été fait dans ce gouvernement. Mais sur le terrain, on ne voit pas encore les résultats. On ne voit pas encore le résultat puisque ça prend du temps. Ça a été voté en juin et jusqu'à ce que ça rentre en vigueur. Mais ça, c'est une première évolution, mais ça ne suffit pas. Il faut faire encore beaucoup de choses. Autre réforme qu'a menée Ayelet Shaked dans son ministère, c'est la réforme, vous savez ce qu'on appelle le Rishoui Asakim. Aujourd'hui, en Israël, en réalité, pour ouvrir même une entreprise de coiffure, on demandait une série de papiers et de mises aux normes, là aussi, de bureaucratie. Et ça, ce sont 2 réformes que nous avons menées, mais on a encore beaucoup de travail. Il y a un sujet qu'on n'a pas assez évoqué là, et nous avons un plan spécifique sur ce sujet, c'est sur le logement. Qui en réalité, j'ai envie de dire, les gros sous sont là-bas. C'est-à-dire qu'on subit tous la hausse au supermarché, mais en réalité, la hausse des prix sur le logement, et on parle de centaines de milliers de shekels, que nous, nos enfants, nos petits-enfants, ne peuvent plus acheter une maison en Israël. Ayelet Shaked a un programme de construire 140 000 unités de logement pour les jeunes en Israël. Et en réalité, on a un phénomène aujourd'hui, même les étudiants, quand ils sont dans leurs études, prennent des appartements, louent des appartements dans les centres-villes. Parfois, ils louent beaucoup plus cher, puisque comme ils sont en shoot-à-foot, ils sont en partenariat, ils sont à 3, donc ils peuvent payer des loyers à plus. Et par exemple, une famille de 2 enfants qui aurait pu prendre cet appartement ne peut pas le louer parce que c'est déjà pris par des étudiants. Donc, Ayelet Shaked propose, d'une part, vraiment de libérer le marché de ce qu'on appelle des méonotes. Aujourd'hui, c'est aussi une sorte de monopole qui est aux mains des universités. Il faut briser ce monopole et donc que l'on puisse construire plus donc de chambres d'étudiants et donc libérer ainsi des appartements qui sont pris par les étudiants, construire aussi des appartements pas chers et pas grands pour les jeunes familles et pour ce qu'on appelle les gens qui sortent de l'armée, aussi les étudiants des yeshivot, etc. Et autre chose qu'elle propose, elle veut faciliter, elle a déjà commencé à le faire dans son ministère, le changement donc de local commercial qui peut devenir une habitation. Okay, aujourd'hui, c'est très difficile, là aussi, c'est de la régulation. Et ainsi, on a tout un tas de locaux commerciaux qui sont inutilisés, qui peuvent devenir des habitations. Autre chose qu'il faut faire, mais ça, tout le monde le dit, et c'est la dernière peu, mais ça, c'est un point que je crois que tout le monde est d'accord. Il faut augmenter de manière générale la construction. Nous proposons de monter la construction, notamment en Judée-Samarie, où il y a des terrains accessibles, proches du centre du pays. On peut construire entre Rosh Haïn et Ariel 100 000 unités de logement. Évidemment, développer le Negev et la Galilée aussi, où il y a aussi beaucoup de place. Ça aussi, ça fera baisser les prix. Très bien. Meir le Chasse, qui est un parti qui se veut maintenant un mouvement social et fait une campagne très importante justement sur le thème de la hausse des prix et les difficultés que rencontrent les couches moyennes de la population. Qu'est-ce qu'il propose réellement pour justement lutter contre cette hausse des prix? Si tu me permets, j'ai entendu là plusieurs avis sur des grands discours, sur des plans. Mais ce sont des plans. Mais qu'est-ce que propose le Chasse? Qu'est-ce que propose le Chasse? Alors, moi j'aime bien, je reprends ce point. Effectivement, je ne suis pas député peut-être, mais en tant que directeur de campagne, j'ai suivi des années le président du parti Chasse Aryeh Deri. Et avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes ici, c'est une personne qui était ministre de l'Intérieur des années, plus de 20 ans,
ministre du développement de la Galilée. Je veux dire pourquoi je dis ça, c'est relié au sujet. Ce ministre, avant que les Tchaked, je crois, soit né dans la politique, a budgété via des représentants des mairies de chasse, qui est un parti de continuité ancré dans la société israélienne, que vous le vouliez ou pas, certaines personnes, je parle ici. Et ce parti, ce président de parti, qui était ministre, a budgété des zones industrielles. Par exemple, à Netanya, Madame le maire, très expérimentée, grand ami du ministre, l'ex-ministre de l'Intérieur, peut prouver ça. À Ra'anana, Madame l'ambassadrice d'Israël en France, qui était Herzliya, exactement, maire de Herzliya, c'est écrit, hein, vous pouvez trouver, a élogé, donné énormément d'éloges sur Ederi. Pourquoi je dis ça? Parce que pour faire un programme, il faut avoir de l'expérience, Monsieur Kalfon, ou bien Monsieur Diachati. Mais qu'est-ce que propose le chat? Vous savez, M. Wapnin, il a beaucoup d'expérience. Il a construit un triplex à Arnov avec l'argent de l'État. Il a fait 4 ans de prison avec cela. Mais c'est vrai qu'il a de l'expérience dans comment prendre l'argent et construire des maisons. Malheureusement, il a appliqué d'abord avant lui à lui-même. Et son triplex à Arnov lui a valu 4 ans de prison pour la corruption que ça a coûté. Mais bon, c'est vrai qu'il a de l'expérience. 3 ans. Et voici. 3 ans, il a fait. Ah, il a été après remis. Mais c'est vrai qu'il a pris l'argent de l'État pour se construire une maison. Nous le savons. Les propositions de chasse sans... Et vos propositions m'ont interrompu. Quand on n'a rien à dire, on attaque. Donc les propositions de chasse. C'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça. Vous n'avez pas proposé une seule chose depuis que vous êtes là, vous avez fait qu'attaquer. Yom Tov, Henri. On laisse à la terminer meilleur, après on vous donne la parole. C'est qu'il faut avoir de l'expérience pour essayer de faire avancer l'économie. Après cette expérience que j'ai décrite, effectivement, il y a une importance de essayer de développer des régions industrielles comme en Galilée, la chose qu'a fait Ari Ederi, et essayer de déboîter certains monopoles. D'ailleurs, Chasse a fait une campagne sur les sociétés avec le cottage et tout. On a été attaqué de front par Strauss, par Elite. Pourquoi? On a osé. Donc, se battre contre les monopoles. Ceux qui ont eu le courage de le faire, c'est ni Eshati, ni Madame Chaked, de présenter un problème économique social. Henri Bétan du parti Yeshatid, vous avez quand même eu 1 an et demi au pouvoir. Vous aviez la ministre de l'économie en place. Qu'est-ce qu'elle a fait pour... Vous faites bien de la citer, mais auparavant, je voudrais quand même voir les choses, encore une fois, plus globalement. Nous sommes tous d'accord ici pour dire que l'inflation, c'est un produit d'importation et surtout, c'est un produit polémique, ça vient de la guerre ukrainienne. Mais cela étant, structurellement, la hausse des prix en Israël, je me souviens d'un rapport de l'OCDE en 2016 où l'OCDE dénonçait l'hyperconcentration économique en Israël. Et notamment ce chiffre ahurissant, 2016 déjà, 62% du capital actif en Israël était détenu par 5 sociétés. Mais vous avez 1 an et demi, vous êtes 1 an et demi au pouvoir, vous aviez pu... Dire en 1 an et demi des monopoles constitués depuis 2016. Il était ministre de la Finance, monsieur Finance. Orna Barbivaï, dès son arrivée, entamé des réformes de structure et des formes de choses. Par exemple, éliminer des commissions absurdes comme la commission des œufs. Mais il ne l'a pas fait. Il était ministre des Finances. Non. Il était ministre des Finances au temps du Premier ministre Netanyahu, votre chef de parti. Il n'a pas fait. Alors donc, vous voulez juger. Mais ça prend des années, il ne l'a pas fait. Monsieur Bétan, je suis désolé de vous corriger, la commission des œufs, ça n'a pas été fait malheureusement à cause des partis qui sont là. Le parti travailliste et le parti de Gantz, qui ont des lobbies, malheureusement, des lobbies. Voilà. Il faut aussi un petit peu d'honnêteté. Malheureusement, il y a d'autres choses qui ont été faites. Mais c'est ça, c'est un tout petit. Mais attends, Amir, ça n'a pas été fait par le Likoud avant non plus. Ah, ça, je suis d'accord. On a essayé de le faire passer. On a eu des oppositions par la gauche. Mais on laisse Henri terminer. Malheureusement, ces monopoles énormes qui maintenant sont devenus internationaux et agissent sous des lois étrangères à Israël
et qui, pour ainsi dire, sont inattaquables. Parce que il n'est pas possible de les mettre en cause sans mettre en cause le pays d'origine. Alors, quand Israël veut attaquer, si jamais elle en avait envie, une société américaine, vous imaginez un peu ce que ça peut déclencher. Donc, il fallait attaquer par le biais et passer par le biais. Notamment, Orna Barbivaï, elle vous l'expliquera certainement quand vous la recevrez, elle a permis aux plus petites entreprises d'importer. Or, aujourd'hui, par exemple, pour les produits agroalimentaires, il y a un seul agent, qui a un nom américain, anglo-américain d'ailleurs, on ne citera pas, mais un seul détient 62% du marché israélien et lui-même impose les prix aux distributeurs. Donc il faut casser ces monopoles. On ne peut pas les casser. Malheureusement, juridiquement, économiquement, on ne peut pas les casser. Pas de solution. Néanmoins, elle a permis à des petites entreprises de faire la même chose, d'exporter ce qu'elles veulent. Et si jamais il y a des ententes illicites, comme on a vu dernièrement, par exemple, le même grand consortium essayait d'imposer aux distributeurs les prix que lui voulait dicter. Eh bien, quand on les prend la main dans le sac, ils payent très cher et ça se compte en dizaines de millions. Ça, c'est incohérent. Gentiment, mais vous n'avez rien dit là. Non, on va donner la parole à Benjamin qui est en train de chauffer sur son siège. Une seconde, comme le disait Yaakov, effectivement, les commissions d'homologation qui ont été faites, des homologations par exemple allemandes, pour légitimer des produits d'importation ici en Israël. Alors Benjamin qui a eu, je crois, ces derniers mois un peu un changement par rapport justement à la hausse des prix et la façon de voir ça, non ? Non, absolument pas, au contraire. J'étais très content de ce qu'a dit Amir, je reconnais son honnêteté, j'étais entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Les prix en Israël sont élevés depuis malheureusement trop longtemps, parce qu'Israël est un pays qui est fermé à la concurrence, qui est fermé aux importations, qui est tenu par des lobbies agricoles, entre autres, et des lobbies dont il a parlé comme diplomate, des lobbies des groupes qui contrôlent les importations. Et justement, ce qu'a fait ce gouvernement depuis 1 an et demi, c'est qu'il a commencé à ouvrir... des choses ont été faites dans le passé, évidemment. On n'est plus un pays socialiste comme il y a 50 ans. Le Likoud, pendant des dizaines d'années, a aussi progressivement, mais très, très, très lentement, ouvert les marchés parce que Likoud aussi a très peur de se battre contre les grandes forces. Et depuis 1 an et demi, donc, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été menées de libéralisation de l'économie, d'ouverture des importations. Donc, comme l'a dit Yom Tov, à partir du 1er juin, une première vague, à partir du 1er janvier 2023, une deuxième vague d'ouverture des importations pour de nombreux produits. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on va voir le résultat. Malheureusement, ça prend du temps. La concurrence ne se change pas, ne se transmet pas sur le marché en quelques instants. Ça prend des mois, ça peut même prendre des années. Et la vague d'inflation, qui est donc liée au corona principalement et à la guerre en Ukraine de façon secondaire, va baisser l'année prochaine. Et à ça, on rajoute la concurrence qui va augmenter. Je pense que les prix vont se stabiliser, vont même baisser en Israël en 2023 ou même 2024. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Continuer à ouvrir le marché, continuer à lutter contre la régulation. Et sur ce qui est du logement, il faut construire plus. C'est-à-dire, on est aujourd'hui à un record de construction de logements. On est revenu au record des années 90. C'est comme ça qu'on va faire baisser les prix du logement. Et notamment aussi, une chose que tout le monde néglige, c'est un point sur lequel le Ser Elkin de la construction insiste beaucoup, c'est le temps de construction. En Israël, vous l'avez peut-être tous remarqué, pour construire un logement, je l'ai vu à Paris ou dans d'autres villes, un logement qui en France prend 6 mois, 1 an à être construit maximum, ça prend 3-4 ans. C'est complètement fou, c'est très très lent. Pourquoi ? Parce que les méthodes de construction en Israël sont archaïques. On utilise la main-d'œuvre bon marché, notamment palestinienne ou autre, et ça permet d'éviter de passer à un phénomène de mécanisation, de nouvelles techniques, de nouvelles technologies qui permettent de construire beaucoup plus vite. Et donc c'est quelque chose qu'il faut changer, des mesures qui vont être prises afin de pousser les entreprises à aller vers des nouveaux modes de construction qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Et le simple fait de pouvoir réduire le temps de construction entre de 1 an, de 3 ans, 4 ans à 1 an, ça va permettre d'abreuver le marché de dizaines de milliers de logements. Plus d'offres. Et ça, on rajoute aussi la régulation, parce que la bureaucratie en Israël fait que ce qui prend 2 ans aux États-Unis prend 13 ans en Israël. Je crois que ça baissé maintenant à 9 ans. Il y a des mesures qui ont été prises depuis une dizaine d'années. Et il faut continuer à baisser ça à 3, 4, 5 ans. Afin de faire en sorte que quand on décide de construire quelque chose, ça ne soit pas près 15 ans après. Ça soit Alors Benjamin, près 3, j'ai l'impression 4, 5 qu'on en avait déjà parlé lors du dernier débat. On ne va pas revenir sur ça, mais je pose la question à vous tous. Pourquoi les Israéliens ne sortent pas dans la rue et ne manifestent pas ? Parce qu'ils ne comprennent rien.
Parce que la vérité, Attends. la vérité, la triste vérité, même c'est pas que les Israéliens, vous avouerez, les merci Français pour nous. comprennent, non mais les Israéliens, les Français comprennent pas plus. Moi je viens de Suisse, je peux vous raconter, c'est très facilement. Vous passez la frontière de France en Suisse, vous voyez, c'est le hop, vous augmentez le PIB par habitant x2. Pourquoi? C'est une question de culture politique. S'il y a des gens qui ont une certaine culture politique qui est dysfonctionnelle, ce qui est le cas en Israël, ce qui est le cas de la France à un autre niveau, et il y a des pays où il y a une culture politique qui est beaucoup plus fonctionnelle, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme en Israël. Angleterre, t'es sûr? En Israël, en Angleterre, ils sont dans la pente descendante. Mais à l'époque, ça marchait. En tout cas, c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que là, par exemple, et Benjamin et moi, et Yom Tov, alors peut-être pas Marco, mais la plupart d'entre nous, on est en fait d'accord sur la plupart des choses. Et ça revient à ce que je disais peut-être au début, c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas ici de véritables désaccords sur le fond. En général, c'est des détails. On a un problème de psychose. On n'est pas capable de travailler ensemble pour des raisons qui, franchement, m'échappent. Alors qu'il n'y a pas de raison fondamentale, alors en mettant de côté peut-être l'extrême gauche, qui, bon, voilà, mais une fois qu'on les a mis de côté... L'extrême droite. Non, l'extrême droite, ils sont Ah, très bien. l'extrême droite, ils sont bien. Non, ils sont bien. D'accord. Mais l'extrême Je m'en gauche, on les souviendrai met de pour côté, l'extrême gauche, mais quand on met de côté l'extrême gauche et la gauche, voilà, je pense que pour le reste, on est à peu près d'accord sur presque tout. Donc, il n'y a pas de raison fondamentale de ne pas trouver des manières de travailler ensemble. Et moi, je regrette que ce qu'on appelle, je ne sais pas en hébreu, le cherem, l'excommunication qui a été émise contre Netanyahou pour des raisons totalement délirantes. Ouais, On peut l'aimer ou pas l'aimer. Je suis obligé de répondre à mon ami Amir parce que, et il y a, peut-être que je vais t'éclairer peut-être, mais tu peux peut-être oublier que M. Netanyahou affronte un procès pour fraude, abus de confiance Ok, ben, et corruption. On est en démocratie, Et donc, il est oui, innocent mais- jusqu'à la preuve du mais contraire. pour ce qui concerne le côté économique, j'ai commencé par dire très succinctement qu'il fallait revenir au logement public, aux logements sociaux. Et je pense que ça pourrait aider les classes pauvres. Et si chaque mairie, par exemple, chaque fois qu'il y a un immeuble qui est construit, ils achetaient 2-3 appartements de chaque immeuble et en faire des logements sociaux comme ça se fait en Avec quel France. argent ils achètent? Et si tu veux et débloquer la situation, c'est aussi une solution d'investir, que l'argent public soit utilisé pour sauver le pays. On terminera avec ça. Justement, deux petits mots. Il faut protéger le marché local aussi. C'est bien beau de parler d'importation, Socialisme. d'ouvrir et tout ça, mais il faut Parti protéger travailliste en même les temps. producteurs locaux. Non, C'est-à-dire après, que ils vont disparaître. si on veut faire disparaître l'agriculture, on a vu que pendant le Covid, et combien c'était important d'avoir une production locale, ça nous a permis... En quoi? ça- Au contraire, ça prouve exactement Attends, l'inverse. Ma pitom, l'agriculture... Ben, les endroits, tous les endroits où on a là maintenant, il n'y avait pas de lait pendant les Ça Chagim. n'est pas Pendant vrai. les fêtes, on n'avait pas de lait dans les supermarchés Mais parce que le justement- marché du lait est fermé. Mais C'est parce non, que c'est pas parce que mais le si, marché du lait il est est fermé, plus cher, c'est c'est non, ça n'est pas On vrai. peut pas C'est interporter. simplement parce Si que- le marché du lait était ouvert, on aurait, moi, ça fait 2 semaines qu'on doit se battre dans les magasins pour acheter du lait. C'est de la Écoute-moi, folie. en- Mais on se croirait en Eh ben, Union soviétique. c'est Il pas faut grave. arrêter avec ces histoires. 10 millions de personnes doivent Mais souffrir attends, pour mais laisse-moi que finir. quelques milliers de personnes aient un boulot. Benjamin, Et ben qu'ils trouvent un autre boulot alors. Écoute-moi, Benjamin, Comme tout le alors monde. je peux te dire aussi, bois pas du lait, bois du lait de soja. Hein, Voilà, alors c'est arrête-toi. ça, bon, c'est les socialistes. Mais c'est alors, les écoute-moi. socialistes. Non, Et je vais c'est te tes dire un copains, truc. voilà. Non. Ils étaient dans Et votre gouvernement. C'était tes copains. Il y a- Dans ton gouvernement. C'est toi qui vas faire un une gouvernement production avec eux, qui pas s'est- moi. Et voilà. qui a continué Et pendant tout le une Covid. dernière phrase de Marco. Une production locale. Et il faut aussi protéger l'industrie locale aussi. Mais il y a 2 manières de lutter contre les monopoles. La régulation et la concurrence. Le commissaire antitrust, pendant le temps de Netanyahou, c'était une marionnette. Il n'avait aucun pouvoir. Mais visiblement, les choses sont en train de changer. Lui redonner ses lettres de noblesse au commissaire antitrust pour qu'il y ait plus de concurrence. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ce sujet. On se retrouve prochainement et on parlera des problèmes sécuritaires en Israël. Merci.